effectivement, je vais vous parler rapidement de la transformation digitale pour l'éducation à distance. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on grandit dans un monde numérique, à tel point qu'on peut dire que 80% des enfants, le jour de leur naissance, sont déjà présents sur les réseaux sociaux, par une photo, plusieurs photos, même qu'on a mis deux, sans même connaître l'existence de ce réseau social. Donc c'est quand même un univers dans lequel nous vivons de manière importante. Et la deuxième chose, c'est que l'imaginaire collectif fait qu'on imagine que dès qu'on a une nouvelle machine, elle va nous aider à apprendre. On l'a bien vu donc, quand on a abordé la question de l'IA. Donc c'était quelque chose où on a beaucoup accentué là-dessus. Et c'est toujours d'actualité, dès qu'une nouvelle technologie est mise en œuvre, on a l'impression qu'elle va remplacer, tout révolutionner. Et donc dans ce contexte-là, on se rend compte que dans les premières approches qu'on a d'apprendre avec le numérique, on a tendance à mettre donc les apprenants devant un contenu, en imaginant qu'ils vont apprendre tout seuls. Donc c'est la première façon dont on aborde en général la technologie. Par exemple, on prend ce qu'on appelle nous une plateforme pédagogique, c'est-à-dire un outil avec lequel on doit enseigner sur un ordinateur. Et la plupart du temps, sur la plateforme pédagogique, on pose un contenu, on pose un PowerPoint par exemple, voilà, et puis on donne ça aux étudiants, et on imagine qu'ils vont se débrouiller tout seuls, ils vont tout comprendre. Voilà. Or, on le sait tous, pour apprendre, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, quand on enseigne, en fait, on met l'apprenant en situation d'apprentissage. On le met dans un contexte pour apprendre. Par exemple, comme on vient de le faire ce soir, on vous a mis dans un contexte de conférence, c'est-à-dire on a installé une salle avec des personnes qui parlent, qui sont face à vous, on a installé des chaises, vous êtes en train de les regarder, vous êtes tous assis, quand on a pris le micro, vous êtes dessus, il y a toute une organisation qui fait que vous vous êtes mis en situation d'attention, etc. Et donc, c'est exactement ce qui se passe quand on est en classe, donc il y a une organisation qui fait que quand on sera dans ce lieu, on va passer quelques heures à écouter le professeur, à prendre des notes, ou en tout cas à écouter, à regarder ce qui se passe, à échanger, voilà. Mais c'est exactement ce qu'on va reproduire avec le numérique. Il faut comprendre que la transformation digitale est essentielle donc, à l'éducation à distance. Elle permet l'accès à l'information, elle permet la collaboration avec les étudiants, elle le permet à l'échelle de la mais aussi à l'échelle du monde entier, ce qui va notamment entraîner une adaptation des méthodes d'enseignement pour répondre aux besoins de chaque situation d'apprentissage. Donc dans cet écran, vous voyez donc les avantages, c'est qu'on va avoir une grande flexibilité de possibilités, on va pouvoir adapter à chaque individu ses besoins de formation et ses capacités à apprendre. On va avoir une notion d'accessibilité parce que tout le monde va accéder à tout moment à cette information. On va permettre l'apprentissage à tout moment, de tout endroit et à toute heure, etc. Et on va avoir beaucoup d'innovations pédagogiques puisqu'on va pouvoir mettre en œuvre plusieurs techniques pour apprendre, plusieurs méthodes, plusieurs scénarios d'apprentissage. Donc tout ça, ça procède de la facilitation que provoque le numérique, puisqu'il nous donne accès, Marc l'a rappelé tout à l'heure, à ce qu'on pourrait appeler un flux d'informations continu. Parce qu'en fait, l'information est constamment disponible. Donc on n'est plus dans un enseignement qui va être séquentiel, on est dans un enseignement qu'on va appeler multitâche. Parce qu'on va pouvoir accéder non seulement au savoir que transmet le professeur dans son cours, mais en même temps, voire simultanément, à ce savoir qui est disponible dans le flux dès qu'on rejoint Internet. Ben, ce flux aujourd'hui, il est disponible, Marc a appelé la Khan Academy par exemple, nous a illustré l'exemple avec l'apprentissage de l'anglais chez les jeunes Indiens, et vous avez comme ça des tas de solutions qui existent. Donc il y a des conférences, des teach-tubes, des canalus, vous avez même le club audiovisuel qui met à disposition en continu un flux YouTube de toutes les conférences qu'il fait depuis plusieurs années, donc vous pouvez sur tous les sujets revenir sur cette information. Bref, en fait, on a ce flux d'informations, et donc la problématique qui va se poser, c'est que le simple fait de donner le cours en classe ne va pas suffire, et il va falloir en fait apprendre à maîtriser ce flux, donc à mettre de l'ordonnancement là-dedans.
Et donc, on va sortir la classe et on va mettre en place de nouveaux contextes d'apprentissage. Ces nouveaux contextes d'apprentissage, ils portent des noms. Bon, des noms que je vais vous les citer comme ça, je ne vais pas les détailler, j'en ai pas le temps, comme le MOOC, comme le SPOC. Vous avez aussi des barcamps, des webinars, des serious games, des social learning. Ça y est, j'en ai dit beaucoup là. Ouais. Je l'ai fait exprès. Donc c'est pour vous faire comprendre voilà, que la situation pour apprendre donc, est modifiée avec l'instrumentation numérique qu'on met en œuvre chaque cours. Donc on va pouvoir assister à ce cours en direct, comme on est en train de le faire ce soir, en mode hybride, c'est-à-dire une partie des personnes sont en train d'écouter ici, certaines sont à distance. On va même pouvoir écouter des intervenants à distance, nous tout en étant à la classe, voilà, donc ça s'appelle un mode hybride. Donc on peut tout distancier ou pas. Et donc on va faire surtout de l'apprenant, donc de l'étudiant, un acteur de sa formation. Donc chacun va pouvoir organiser sa formation au rythme où il a la capacité d'apprendre, on va pouvoir adapter sa façon d'apprendre, le rythme avec lequel il va apprendre. Il n'est pas obligé de suivre quelque chose de linéaire. Un peu comme on regarde la télévision, aujourd'hui on n'est pas obligé de suivre le programme, on peut se faire son propre programme, et on peut aussi se faire son programme de formation. Donc cette formation, elle s'appuie sur deux fondamentaux. Le principal, c'est ce qu'on appelle une plateforme en ligne, une plateforme d'apprentissage à distance. Alors là, je vous ai donné des noms de plateformes, qui sont des plateformes dites open source. Donc la plus importante, c'est Moodle. Moodle, j'en parle parce qu'elle représente 40% du marché de l'e-learning dans le monde aujourd'hui. Donc c'est vraiment là une des principales plateformes qu'on utilise pour travailler. Claroine Connect, vous ne devez pas trop connaître, mais c'est une plateforme française qui a été mise au point à l'Université de Lyon en partenariat avec l'Université de Belgique, et donc qui est utilisée essentiellement dans l'apprentissage professionnel. Bon, après, vous avez IDH, Chermilio, etc. En fait, plusieurs plateformes. Et on met en œuvre dans cette plateforme des objets numériques interactifs, et on va utiliser pour ça une galaxie d'autres outils. Donc, je vous ai cité des outils qu'on utilise couramment dans le monde universitaire aujourd'hui, ou là c'est un super, qui sont Bookclap ou Flash, sont des outils d'interaction pour accentuer l'attention, pour suivre un cours en fait, en classe. L'âme surveille, ça sert à faire des enquêtes en ligne, ça sert à faire des sondages, des analyses poussées. Et bientôt, c'est fait pour prendre des rendez-vous. Compilation, c'est l'outil français, mais il existe d'autres, qui sert à contrôler le plagiat. Donc, en fait, exactement, pour être précis, ça contrôle les similitudes. Donc ça dit que cette information est identique à cette information à tel endroit. Et ça fait un rapport de similitude. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est fortement développé depuis qu'on fait des devoirs sur Internet. Alors pas des quiz qu'on a eu tout à l'heure, mais vraiment une véritable copie. On remet à distance un rapport, une copie, etc. Et en fait, on peut la faire contrôler par ce logiciel et donc identifier le niveau de copie qu'il peut y avoir sur le document. Alors quand on le fait à grande échelle, ça marche très bien. Zoom, c'est ce qu'on est en train d'utiliser. C'est quelque chose qui était tout à fait inconnu à tout le monde pendant quelques années. Et puis un jour, il y a eu la Covid, on a tous été confinés, et puis tout le monde a découvert qu'on pouvait communiquer autrement qu'à sur le train, donc en particulier en utilisant un système de vidéoconférence. Et donc aujourd'hui, même le club l'a adopté comme un outil de communication, il n'a pas abandonné, alors qu'on peut se joindre sur la ligne. Alors c'est devenu très important, alors que ça existe quand même depuis une quarantaine d'années. Mais bon, aujourd'hui c'est cela. Et ensuite, donc, il y a d'autres outils qui servent à fabriquer de manière le plus ou moins assistée des objets qui sont de moins en moins écrits, qui sont de plus en plus vidéo, qui sont de plus en plus sonores. Donc j'ai cité deux exemples pour ça. Donc en fait, pour en fait maîtriser tout ça, le grand challenge, c'est la formation. Alors pas forcément la formation des étudiants, mais la formation des acteurs de la formation, que sont les enseignants, ça c'est nos priorités, mais aussi l'ensemble des personnes qui interviennent dans une organisation de formation. Parce que bon, gérer et appréhender en fait tout cet univers numérique, ça ne se fait pas tout seul et ça s'apprend. Alors c'est vrai que c'est un peu révolutionnaire. Dans l'imaginaire, donc je reviens à la phrase que je disais au début, et ça sera ma conclusion, on a l'impression que parce qu'on a la machine, vous le voyez bien avec le téléphone, qu'on la maîtrise. Or, ce n'est pas du tout le cas. Voilà, et pour apprendre en fait avec ces instruments, il faut prendre le temps de se former. Donc cette formation, elle est obligatoire. Il faut le faire une fois pour toutes. Après,
le système numérique, donc on peut l'appliquer, mais ce n'est pas quelque chose d'évident à comprendre. D'autant plus qu'on ne peut pas forcément reproduire dans ce système toutes les pratiques d'enseignement qu'on a habituellement. Il faut apprendre aussi à innover et à l'adapter au contexte de l'environnement avec lequel on travaille. Voilà. Donc cette adoption est importante aujourd'hui. Donc il faut quand même savoir que, vous l'avez vu avec l'illustration du travail que fait la région avec ses partenaires numériques, ça s'est beaucoup développé, ça a même révolutionné la façon d'apprendre et de se former, non pas pour obtenir un diplôme, mais se former tout le long de sa vie. Et donc toutes ces maisons régionales numériques qui ont été mises en place en région Occitanie, elles servent entre autres à former tout le long de la vie des personnes sur tout le territoire, s'adapter au nouveau travail qui se met en place, au nouveau métier, et même au cœur de sa vie professionnelle, donc à adapter toute sa formation, reprendre des études, même quand on n'a aucun diplôme. Marc et moi, on s'est connus il y a de très très nombreuses années maintenant, parce qu'en fait, on a mis sur Internet un diplôme qui s'appelle le diplôme d'accès aux études universitaires. Donc c'est le diplôme qu'on passe à l'université quand on n'a pas le bac. Donc on est un jeune adulte et qu'on doit avoir un bac pour pouvoir accéder aux études supérieures. Ben, ce diplôme, on l'a mis en ligne en 1998. Donc c'était pas hier, mais il fonctionnait déjà sur Internet en Midi-Pyrénées. Et pourquoi il pouvait fonctionner sur Internet en Midi-Pyrénées? Parce que déjà en 1998, la région avait financé un réseau Internet qui câblait toutes les villes de Midi-Pyrénées. Donc ce qui nous donnait l'opportunité de diffuser dessus des cours, en amenant les étudiants en fait à se rendre sur des points d'accès qui sont devenus aujourd'hui les maisons régionales numériques, donc c'était à l'époque un autre nom, et ces maisons-là permettaient donc à des personnes d'aller près de chez eux, suivre un cours par Internet directement avec la fac de Toulouse. Et ça on le faisait dès 1998, sous la même forme que vous avez ici. Voilà. Et donc, on a la chance ici en Occitanie, désormais, puisque maintenant qu'on est associé avec Languedoc-Roussillon, on a étendu l'expérience de Midi-Pyrénées à Languedoc-Roussillon, d'avoir en fait un tissu de connexion qui nous permet d'avoir accès très facilement au numérique, depuis chez soi, pas simplement en venant à Toulouse, et qui permet donc cette formation distanciée. Encore faut-il apprendre. Pour ce qui est du monde universitaire et des écoles, on le trouve sur un portail qui s'appelle formation.univ-toulouse.fr. Donc là, en fait, vous avez accès au catalogue de toutes les formations de l'enseignement supérieur qui sont données chez nous. Et donc, quand la formation est proposée à distance, c'est indiqué. Donc, vous pouvez, donc, par des critères, identifier toutes les formations qui sont proposées à distance. Après, on a des services qui sont dédiés à ça, comme le service d'enseignement à distance. Donc la mission, c'est de vous aiguiller vers ces formations. Voilà. Et la région, vous avez la même chose, avec un organisme qui s'appelle Cariforef, et donc il vous donne toutes les formations qui sont proposées en formation continue pour les reprises d'études. Donc vous aurez un portail qui vous donne toutes les formations disponibles. Voilà. Il y a la même chose au niveau national.